déclaration donc, qui va être présentée à l'ONU. Et la déclaration a été préparée récemment par un réseau mondial scientifique professionnel. Plus de 500 d'entre eux l'ont signée jusqu'à maintenant. Et je me suis fait l'honneur personnellement d'y apposer ma signature en tant que physicien. Vous avez également Reynald Duberger, ici présent, qui est professeur titulaire de géophysique et retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est ambassadeur du Canada français pour la Déclaration internationale. Vous avez également Patrick Moore. Je l'ai vu ici, je ne sais pas où il est rendu. Patrick Moore, OK, ici. Patrick Moore, ici présent, écologiste et cofondateur de Greenpeace Canada. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres ici présents qui ont signé la déclaration. Pourriez-vous vous nommer? Christian Giraudot. OK, bienvenue. J'aurais aimé avoir votre nom, j'aurais pu l'inclure dans la liste. Donc, ainsi que 14 autres représentants du Canada. Cette déclaration sera déposée officiellement à l'ONU prochainement et on trouvera cette déclaration ainsi que la liste des 500 signataires à l'adresse qui est indiquée ici. S'il y en a qui veulent l'avoir, simplement peut-être communiquer avec les organisateurs, je pourrais leur transmettre à ce moment-là l'adresse de la déclaration complète. La lettre d'introduction se lit comme suit. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, Patricia Espinosa Cantelano, secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, c'est celle qui régit le GIEC, finalement. Vos Excellences, il n'y a pas d'urgence climatique. Première phrase. Ça pourrait s'arrêter là. Mais la déclaration va un peu plus loin. Les sciences du climat se doivent d'être moins politisées. Tandis que la politique climatique se doit d'être davantage scientifique. Les scientifiques doivent aborder de façon ouverte les incertitudes et les exagérations dans leurs prévisions d'un réchauffement planétaire. Et les dirigeants politiques doivent évaluer de façon dépassionnée les bénéfices réels et les coûts envisagés à l'adaptation au réchauffement climatique, ainsi que les coûts réels et les bénéfices envisagés de l'atténuation. C'est un peu le sens des présentations que vous avez vues ce matin, qui vont dans le sens d'être un peu plus réalistes à la fois sur le plan scientifique et à la fois sur le plan économique. Des facteurs naturels aussi bien qu'anthropiques provoquent un réchauffement. C'est la première partie de la déclaration. Les archives géologiques révèlent que le climat terrestre varie depuis que la planète existe, avec des phases naturelles froides et chaudes. J'en ai parlé ce matin avec le petit âge glaciaire. On a pris fin que tout récemment, on dit vers 1850, mais le réchauffement a commencé même à partir de 1700. Donc, ça n'a pas commencé pile au moment où on a commencé à émettre de façon massive des gaz à effet de serre. Il n'est donc pas étonnant que nous vivons aujourd'hui une période de réchauffement. Le réchauffement est beaucoup plus lent que prévu. C'est l'autre faille dans les projections du GIEC. Elles sont carrément exagérées par rapport aux observations qu'on fait. On a continuellement une surestimation des projections de température. Le monde s'est réchauffé à un rythme inférieur à la moitié de ce qui était initialement prévu. Si on regarde, par exemple, les projections de Hansen en 88-89 au moment de la formation du GIEC, bien, elles ne se sont jamais réalisées. Et on n'a jamais corrigé le tout. On aurait pu penser qu'avec le temps, les modèles auraient pu se raffiner et qu'on aurait pu avoir des prévisions de plus en plus fiables, ce qui n'est pas le cas. On s'écarte continuellement. 95% des modèles climatiques s'écartent des projections, sont au-dessus des projections observées ou des températures observées à partir du moment où on a fait les projections. Cela nous indique que nous sommes bien loin de comprendre le changement climatique. La politique climatique s'appuie sur des modèles inadéquats. Les modèles climatiques présentent de nombreuses lacunes et ne sont guère exploitables en tant qu'outils décisionnels. De plus, ils exagèrent probablement les effets de gaz à effet de serre tels que le CO2. Enfin, ils ignorent le fait qu'enrichir l'atmosphère en CO2 est bénéfique. Le CO2 est l'aliment des plantes, le fondement de toute vie sur Terre. On en est de plus en plus convaincus à partir de recherches qui ont été faites assez récemment, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on a commencé à constater que l'augmentation de CO2 dans l'atmosphère coïncidait avec l'amélioration de la forestation, de l'agriculture, etc. Donc, le CO2 est un bienfait pour la vie sur Terre. Le CO2 n'est pas un polluant. Ce serait une phrase
à répéter continuellement. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de CO2, on parle de taxer la pollution. Mais le CO2 n'est pas un polluant, c'est la molécule essentielle à la vie sur Terre avec H2O. Il est essentiel donc à toute la vie sur Terre. La photosynthèse est un bienfait. Davantage de CO2 est une bonne chose pour la nature, ça fait verdir la Terre. Le CO2 supplémentaire dans l'air a favorisé un accroissement de la biomasse végétale mondiale. Il est par ailleurs bon pour l'agriculture et accroisse les rendements des récoltes dans le monde entier. Le réchauffement climatique n'a pas provoqué davantage de catastrophes naturelles. L'autre allégation qu'on présente continuellement quand on parle de changement climatique. Il n'y a aucune preuve statistique que le réchauffement climatique intensifie les ouragans. Si on regarde, des fois, il peut y avoir plus d'ouragans dans l'Atlantique, puis il y en a moins dans le Pacifique, etc. Mais globalement, il y a à peu près toujours le même nombre d'ouragans depuis au moins 30 ans. Les inondations, les sécheresses et autres catastrophes naturelles analogues, ni qu'ils les rendraient plus fréquentes non plus. En revanche, les mesures d'atténuation de CO2 sont elles aussi dévastatrices que coûteuses. Aussi, les éoliennes tuent les oiseaux et les chauves-souris, comme on l'a pu voir tout à l'heure, et les plantations d'huile de palme détruisent la biodiversité des forêts tropicales. L'action politique, en terminant, je vais terminer là-dessus, l'action politique doit respecter les réalités scientifiques et économiques. Il n'y a pas d'urgence climatique, on le répète. Il n'y a donc aucune raison de s'afficher, de s'affoler et de s'alarmer. Nous opposons fermement à la politique néfaste et irréaliste de neutralité carbone proposée pour 2050. En attendant que de meilleures approches voient le jour, ce qui se produira certainement, nous avons amplement le temps de réfléchir et de nous adapter. L'objectif de la politique internationale doit être de fournir une énergie fiable et bon marché, de façon permanente et dans le monde entier. C'est un peu également le but des présentations de tout à l'heure. Alors, je vais laisser la parole peut-être, à moins que vous me laissiez conclure.